Soyez les bienvenus sur le plateau télé de la FHP. Nous allons nous intéresser à l'intelligence artificielle au service du combat contre la maladie. Et pour en parler, j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, le professeur Fabrice Denis. Bonjour Fabrice Denis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons donc parler de l'intelligence artificielle au service du combat contre la maladie. Vous êtes oncologue au Centre de cancérologie de la Sarthe. Vous êtes le président fondateur de l'INES, l'Institut for Smart Health. Et puis j'ajoute que vous êtes l'un des pionniers dans la conception d'applications médicales. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais que vous m'expliquiez finalement pourquoi vous avez créé l'INES, quels ont été les éléments déclencheurs? L'élément principal a été de faire parvenir aux patients, dès que possible, les meilleures solutions numériques en santé. Or, la difficulté, c'est que l'enseignement du numérique en santé n'était pas clairement structuré. Et par ailleurs, les modalités d'évaluation de l'efficacité des solutions disponibles n'étaient pas là non plus très performants. Donc on a travaillé avec un groupe de 60 experts, médecins, ingénieurs, etc., à construire cet institut qui vise essentiellement à accélérer la formation des professionnels de santé à la santé numérique en général et à l'intelligence artificielle en particulier, et à créer des outils d'évaluation de la performance clinique des solutions. Alors, on mise beaucoup sur l'intelligence artificielle et puis ses différents algorithmes. Aide au diagnostic dans la maladie, les traitements, la recherche. Vous, quels sont les enseignements précisément que vous délivrez par rapport à ça ? On a une phase d'accélération en termes d'innovation et surtout de résultats cliniques d'efficacité qui, en l'espace de 18 mois, a explosé. On passe de l'exotisme de solutions dont on ne savait pas trop à quoi elles servaient, à des solutions qui ont un impact réel sur la santé. Alors, on peut effectivement faire une approche différenciée dans la partie diagnostique notamment. L'intelligence artificielle devient pratiquement incontournable pour l'aide à l'interprétation des scanners du poumon, par exemple, pour rechercher des cancers. On a montré des efficacités qui sont proches de celles des radiologues, mais avec une rapidité d'interprétation bien sûr plus importante. On a aussi une approche en termes d'interprétation des mammographies par intelligence artificielle qui ont montré là aussi une efficacité importante et une réduction du temps radiologue. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de médecins disponibles, donc plus le temps est gagné avec ces outils. Ce sont des outils d'automatisation, donc ils font gagner beaucoup de temps, et bien meilleur c'est en termes d'accès aux soins. On a une nouvelle approche qui est en train d'arriver dans le diagnostic qui va révolutionner la médecine dès cette année, qui est l'usage ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle générative. C'est cette intelligence artificielle basée sur des large language models, donc les LLM tels que ChatGPT, qui permettent d'ores et déjà d'avoir des niveaux de performance en termes de diagnostic basés sur des interrogatoires automatisés qui sont très proches, voire parfois supérieurs à ceux des médecins experts. Alors ça, c'est un élément majeur, puisque jusqu'à il y a 6-8 mois, les choses n'étaient pas très avancées, mais maintenant il y a des analyses qui sont faites sur le plan scientifique qui comparent les performances des médecins experts à ces outils et qui montrent, par exemple pour le dernier qui s'appelle Gemini, l'IA générative de Google, 91% de performance d'efficacité dans des diagnostics complexes, pas la grippe, etc., des diagnostics complexes. Et là, on va avoir quelque chose qui va arriver dans la main des médecins, un outil qui va augmenter les médecins. Alors justement, c'est important que vous le précisiez, l'intelligence artificielle est et restera un outil au service des médecins. Oui. Je crois que c'est important de le préciser. Bien sûr, parce qu'on peut se faire à l'idée de se dire, voilà, ça va être meilleur que les médecins, il n'y a plus besoin de médecins. Pas du tout. On est dans le même niveau d'usage que ce qui est arrivé avec Internet. Lorsqu'un médecin consultait dans son cabinet, puis allait chercher des informations sur Internet, ce n'est pas Internet qui a remplacé le médecin jusqu'à présent. Là, on sera sur un domaine particulier qui sera l'aide au diagnostic. C'est-à-dire que le médecin, avec le patient ou sans le patient, posera des questions avec des symptômes pour essayer d'avoir des diagnostics de pathologies complexes. Il y a un exemple typique récent d'un patient aux États-Unis qui a vu 30 médecins différents pour une pathologie et personne n'arrivait à trouver l'origine de son trouble. Une requête sur un module de LLM a été réalisée par le patient lui-même qui a donné une orientation qui a été confirmée par les médecins. C'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'un médecin qui cale sur un diagnostic puisse utiliser ces vastes bases de données et ces LLM pour aller plus loin dans le diagnostic et gagner du temps. Alors, les logiciels d'aide au diagnostic, on l'a dit, pour vous, c'est essentiel. Est-ce que ça veut dire qu'avec ces algorithmes, on va analyser, on analyse beaucoup plus rapidement les images
Et à partir de là, vous pouvez mettre en place un traitement approprié, plus ciblé. Voilà, ça effectivement c'est un enjeu majeur, c'est la prédiction de l'efficacité des traitements et l'aide au choix des traitements sur des analyses de plusieurs paramètres, biologiques, cliniques, radiologiques. Et on a des modèles qui commencent à arriver notamment en cancérologie qui permettent de prédire à partir d'un scanner la probabilité d'efficacité ou non de l'immunothérapie par exemple. Et ça, c'est déjà un élément majeur, parce que pour l'instant, on n'est pas capable de prédire chez qui cette immunothérapie dans le cancer va fonctionner. Et comme elle ne fonctionne qu'une fois sur 4, on a intérêt de savoir, de cibler un peu les choses, plutôt que de traiter des patients pour rien. Donc ça, c'est un élément avec un enrichissement maintenant des données qui va permettre des analyses multidomaines pour pouvoir dire à ce patient, cette stratégie paraît la plus cohérente. Mais on n'en est pas encore tout à fait là, il faut aller plus loin dans les évaluations cliniques, mais c'est un modèle qui commence à percer, oui. Ça veut dire mieux cibler les zones, mieux cibler les doses, et puis peut-être se dire, bon, on ne va pas commencer par la chirurgie ou la chimio, on commence par la radiothérapie et voir ce que ça va donner après. Absolument, ça pourrait tout à fait être ça, et dire, la chimiothérapie est utile chez ce patient ou pas. Pour la radiothérapie, on a notamment un modèle très intéressant pour faciliter le travail de contourage des cancérologues. Le cancérologue radiothérapeute, il doit, à partir d'un scanner d'un patient qui a une tumeur, délimiter toutes les zones à épargner par ces rayons et par contre cibler la zone d'intérêt, donc la tumeur. Professeur Denis, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'on saura si le patient répondra à tel ou tel traitement avant de le commencer? Alors c'est tout l'enjeu de ces prédictions. C'est de faire une prédiction a priori avant de commencer le traitement. Mais il y a un autre élément qui arrive déjà, c'est l'analyse de l'efficacité automatisée par intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on fait un traitement, donc on fait un scanner avant, on fait un scanner après, et les logiciels d'intelligence artificielle mesurent automatiquement le avant-après et quantifie précisément l'efficacité d'un traitement. Donc ça commence à arriver aussi en médecine nucléaire et en radiologie, et ça fait gagner un temps incroyable aux médecins, puisque là, on a tout de suite la carte de ce qui répond ou pas, on n'est pas obligé de lire les 1000 coupes de scanner. Et donc ça aussi, c'est un enjeu qui va augmenter la précision en termes d'évaluation de l'efficacité de nos traitements. Oui. En ce qui concerne l'innovation et les nouveaux médicaments, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'intelligence artificielle va intervenir pour finalement vous aider à avoir de nouvelles thérapies à vous, les cancérologues, et aux autres maladies en général? Vraie révolution aussi. Deux domaines. Le domaine de la recherche fondamentale, où maintenant l'intelligence artificielle permet de déterminer la structure d'un médicament la plus ciblée possible pour aller traiter une cible moléculaire, un récepteur, quelque chose comme ça. On gagne des mois, voire des années dans le développement, puisqu'il suffit, entre guillemets, ça paraît simple, mais il suffit de connaître la morphologie sur le plan moléculaire de la cible que l'on veut traiter, un récepteur, pour le détruire par exemple, ou l'empêcher de fonctionner. Et l'intelligence artificielle va finalement sortir la formule chimique pour produire le médicament. Là où auparavant, on mettait des mois et des années. Donc ça fonctionne déjà. Il y a les premières molécules qui commencent à sortir depuis à peu près 4 ou 5 ans. À date, il y a 70 molécules qui ont été conçues sur ce principe. La plupart sont en phase 1, certaines sont en phase 2. Mais là, il y a un temps majeur entre la création et la mise à disposition du traitement, un temps vraiment qui va être raccourci. L'autre élément qui est l'étape d'après, c'est la recherche clinique, c'est-à-dire évaluer sur les patients si le traitement est efficace ou pas. Très grande révolution, les jumeaux numériques, auxquels personnellement je ne croyais pas beaucoup il y a encore un an, donc comme quoi on peut changer d'avis avec les observations. Le jumeau numérique, c'est quoi? C'est ce qui permet de simuler une maladie et de simuler l'effet d'un traitement, mais sur un ordinateur, pas avec des vrais patients. L'enjeu, c'est quoi? C'est qu'au lieu de faire une étude pour évaluer l'efficacité d'un traitement sur 1000 malades, 500 qui ont un placebo et 500 qui ont le nouveau médicament, on va pouvoir réduire le nombre de patients sous placebo et simuler l'efficacité du médicament. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a déjà des éditeurs de ces logiciels qui ont sorti des résultats spectaculaires en donnant un résultat 3 jours avant la sortie d'une vraie étude clinique réalisée avec des vrais patients. Ils ont fait la même étude in silico, donc sur un ordinateur, ils ont trouvé les mêmes résultats. Professeur Denis, dernière question. Est-ce qu'il y a une promesse de victoire face à ce combat contre la maladie? Il y a une promesse d'amélioration de la qualité des soins et probablement de performance aussi médicale. En termes de résultats cliniques, en termes de résultats diagnostiques, on sera nettement meilleur. Là où
on se perd souvent à essayer de chercher un diagnostic qu'on n'arrive pas à trouver. Et là, on aura tous les éléments pour aller chercher un syndrome que 3 ou 4 personnes dans le monde connaissent, mais qui sont sur ces bases de données. Le médecin sera augmenté, clairement pas remplacé, ça on est tranquille, en tout cas pas avant ma retraite. Mais il sera augmenté, on sera plus efficace. Et en termes de ciblage des pathologies, on sera nettement meilleur avec des médicaments qui seront plus efficaces et moins toxiques puisqu'ils seront parfaitement adaptés à la cible que l'on traite. Écoute, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau télé de la FHP pour nous éclairer sur le sujet. Merci beaucoup, Merci professeur. à vous. Merci. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis.